se retrouve pour la suite et fin de mon bilan lecture. Je vais vous présenter aujourd'hui les 2 derniers livres que j'ai lus, qui font partie de ma palle précédente. Voilà. Donc, je vais vous présenter le livre de Anne Stuart, La sage-femme d'Auschwitz aux éditions J'ai lu, qui est une très très belle édition. Regardez-moi ce magnifique livre en tissu, vraiment très très beau en hardback, hein, et avec le petit signet en tissu. Donc, dans ce livre, vous l'aurez compris, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, j'allais dire la première, la Seconde Guerre mondiale. Nous allons suivre 2 protagonistes, donc Esther, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui fait des études d'infirmière et qui habite en Pologne, à Łódź. Nous sommes en 1930. Alors attendez, 1939, voilà, 1939, donc c'est le tout début de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes à Łódź en Pologne. Hitler va envahir la Pologne. Donc voilà, mais pour l'instant tout va bien. On n'entend que des on-dit. Voilà, et donc Esther va tous les midis sur les marches de la cathédrale Saint-Stanislas, voilà, pour déjeuner. Et sur ces marches, donc, il y a un jeune homme qui fait pareil qu'elle, en fait, qui déjeune tous les midis sur les mêmes marches. Et elle trouve cet homme très attirant et elle aimerait que ce jeune homme lui parle. Mais elle n'ose pas vraiment faire le premier pas, alors il se regarde un petit peu à la dérobée, jusqu'au jour où le jeune homme prend son courage à 2 mains et va lui parler. D'abord, ce sont de petites conversations tout anodines. Il commence par « Oh, il fait beau aujourd'hui », et donc du coup il se rapproche tout doucement. Et ce jeune homme s'appelle Philippe, il est tailleur, il travaille dans l'entreprise de son père, il aime beaucoup son métier, mais malheureusement donc la guerre gronde, on va dire. Hitler donc va envahir, comme je vous l'ai dit, la Pologne. Les 2 jeunes gens, donc Esther et Philippe, ont juste le temps de se marier, pour dire de ne pas être vraiment séparés, car Esther a peur que Philippe soit appelé sur le front. Le fait est que Esther et Philippe sont tous les 2 juifs, voilà, ça c'est important de le préciser quand même. Et nous allons être dans un deuxième temps dans l'histoire, donc avec... Mince, j'ai oublié son prénom. C'est ça, Anna. C'est parce qu'elle a le même prénom de l'auteur, donc que l'auteur, donc du coup je me demandais si je me trompais pas. Mais non, nous allons être dans un deuxième temps avec Anna, qui elle est une femme d'une 50aine d'années, qui est sage-femme, voilà, et qui connaît Esther depuis sa plus tendre enfance, vu que c'est elle qui a accouché sa mère, donc elle a accouché sa mère, donc elle a vu Esther bébé, et puis elle a vu son évolution. Elle a aussi été invitée au mariage d'Esther, vu que c'est une amie des parents. Voilà, donc elle a été invitée au mariage, mais malheureusement, voilà, donc les nazis ont commencé à envahir la Pologne et ils commencent tout doucement donc à effectuer leur mainmise sur la ville de Łódź. Et ils sont en train tout doucement de créer le ghetto de Łódź. Donc ils vont séparer la ville de Łódź en 2. Et en fait, Esther et Philippe vont devoir partir, enfin vont même pas devoir partir, c'est qu'ils vont être tout simplement mis à la porte de chez eux, parce que leur logement se trouve à l'extérieur, de l'autre côté du ghetto. Donc ils vont devoir partir de leur logement, aller à un endroit pour récupérer, donc remettre leurs clés de logement et récupérer des clés d'un autre logement qui lui se situe à l'intérieur du ghetto. Logement qu'ils ne connaissent pas, voilà, mais
ils sont obligés, les nazis les forcent à quitter leur chez eux. Le fait est que Anna va être obligée de faire exactement la même chose que Esther, même si elle n'est pas juive, mais justement, comment dire, lui, son logement se trouve à l'intérieur du ghetto. Donc, comme le ghetto n'est réservé qu'aux juifs, elle est obligée, avec elle, son mari et ses garçons, de partir de leur logement pour aller se retrouver à l'extérieur du ghetto. Donc, ils vont remettre les clés de leur logement pour avoir des clés, comment dire, des clés d'un autre logement qui n'est pas le leur, hein, comme Esther, et rentrer dans un nouveau logement qu'ils ne connaissent pas du tout. Voilà, donc les deux familles vont se retrouver totalement démunies. Ça va être compliqué pour comment dire, Esther et Philippe, parce que dans ce logement, donc ils vont se retrouver heureusement pour eux avec leur famille, donc avec la mère d'Esther et les parents de Philippe. Mais ils vont devoir accueillir d'autres familles parce que tous les juifs sont obligés de quitter leur logement pour rentrer dans ce fameux ghetto. Et donc, au fur et à mesure, d'autres familles juives arrivent et voilà, ils sont placés un peu partout dans le ghetto, dans les différents logements qu'il y a. Sauf que malheureusement, il n'y aura pas assez de logements par rapport au nombre de personnes qui rentrent dans le ghetto. Donc ça fait que en fait des personnes vont se retrouver complètement à la rue, complètement dépossédées de leurs biens, et ce qui fait que il va y avoir une épidémie qui va se propager de maladies, de saleté, voilà, ça va être une vraie catastrophe. Pour Philippe et Esther, ils ne vont pas être, dépossédés de leur travail, parce que Philippe étant tailleur, on a besoin de lui pour tout simplement tailler des vêtements, voilà. Et pour Esther, ça ne va pas être compliqué pour elle de retrouver du travail vu qu'elle est infirmière, donc elle va travailler avec un médecin, et puis on va avoir vraiment besoin d'elle vu les épidémies qui va se propager dans le ghetto. Ça va être vraiment très utile. Donc, Anna, elle, de son côté, par contre, elle va, par l'intermédiaire de ses fils, apprendre que la vie dans le ghetto est insalubre, voilà, car elle a un fils qui conduit des trains, et en fait, le train passe au-dessus du ghetto, et donc son fils qui conduit le train voit la misère dans laquelle malheureusement toutes ces familles sont, et donc il va en parler à sa mère et il va dire qu'il fait partie de la résistance. Donc sa mère va vouloir y participer, et elle va s'organiser pour essayer de faire passer des médicaments, ou avec d'autres familles polonaises, ils vont tout simplement s'organiser pour passer de la nourriture, des vêtements, des médicaments, tout ce qu'il faut pour que toute cette population puisse survivre. Mais malheureusement, il y aura beaucoup de pertes, surtout que les nazis ne sont pas tendres avec eux. Et à un moment donné, il y a donc dans le ghetto un conseil juif et un chef du conseil juif qui va avoir l'obligation de proposer donc à ces différentes familles du travail. Voilà. Les nazis ont décidé de faire partir des familles entières pour la destination d'Auschwitz, donc le camp de concentration, mais il noie ça un peu sous le tapis en disant que ce n'est pas un camp de concentration mais un camp de travail. Voilà, et que des familles peuvent être accueillies, que les hommes auront du travail, et que et que les mères aussi, et les enfants. Comme ça va désengorger un petit peu le ghetto, parce qu'ils voient que c'est de pire en pire en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils démantèlent, voilà, je cherchais le mot, démantèlent d'autres petits ghettos qui sont un petit peu partout en Pologne ou dans d'autres pays, pour ramener les gens dans ce fameux ghetto de Lodz. Sauf qu'à un moment donné, le ghetto est très très grand, mais pas assez pour accueillir
toutes les familles qu'il faut. Donc du coup, ils sont obligés de trouver la solution du fameux camp d'Auschwitz. Donc beaucoup de familles sont intéressées par cette offre d'emploi et ils vont donc réussir à emmener donc la plupart des gens dans ce fameux camp de travail. Et à un moment donné, donc, la maman d'Esther va être malheureusement mise sur la liste des gens qui doivent aller dans ce fameux camp, sauf qu'Esther ne veut pas que sa mère y aille, vu que sa mère est très malade et qu'elle n'arrivera pas à y arriver vivante. Elle le sait très bien. Donc elle va essayer de tout faire pour empêcher sa mère d'aller dans ce fameux camp d'Auschwitz, parce que les gens ne sont pas bêtes, ils entendent des on-dit comme quoi ce ne serait pas un camp de travail, mais un camp de concentration et d'élimination, hein, tout simplement, et qu'il se passe des choses affreuses dans ce camp. Donc elle ne veut pas que sa mère y aille, sauf que sa mère est sur la liste et qu'elle est obligée d'y aller. Malheureusement pour Esther, à force de ne pas vouloir faire partir sa mère, c'est elle à un moment donné qui va malheureusement atterrir dans ce fameux wagon à bestiaux, voilà, avec sa mère. Et donc on sait que à un moment donné, Anna va aussi atterrir dans le même wagon à bestiaux pour une raison bien précise, mais ça, je vous laisse le découvrir en lisant ce bouquin. En lisant ce bouquin. Le fait est que ces deux jeunes femmes, oui, on peut dire à 50 ans qu'on est encore jeune. Ces deux jeunes femmes donc vont atterrir au camp d'Auschwitz et là, elles vont voir l'horreur comme c'est pas possible. Voilà, elles vont voir des gens totalement tout maigres. Voilà, des hommes qui n'ont plus que la peau sur les os, qui sont obligés de travailler, qui sont obligés de travailler, de casser des pierres, de comment dire, de construire des rails, qui sont obligés de travailler, c'est du travail forcé en fait, hein, en gros, voilà. Et en fait, Anna a la chance, comme elle est sage-femme, elle va avoir la chance de ne pas faire partie de cette sélection pour les chambres à gaz. Elle va dire qu'elle est sage-femme et elle va réussir à emmener Esther avec elle en disant qu'elle a besoin d'elle, comme elle est infirmière, qu'elle peut l'aider pour des femmes qui sont enceintes, pour l'aider à accoucher ces fameuses femmes. Donc elles vont atterrir en premier lieu, je crois que c'est au bloc 17 et par la suite elles arriveront au bloc 24. Et là, donc, elles vont atterrir dans ces fameux blocs, là où il y a des femmes, voilà, qui sont prêtes à accoucher. Et c'est à partir de là qu'on va voir l'horreur, parce que le bloc est tenu par des gardiennes, voilà, des femmes gardiennes. Sauf que ces gardiennes ne sont pas des femmes très gentilles, hein, voilà, on le devine bien. Et voilà, et donc elles vont devoir accoucher des femmes qui vont tout de suite perdre leur bébé. Leurs bébés vont leur être retirés parce que les nazis sentent bien que la Seconde Guerre mondiale est en train d'être perdue. Et donc, tout simplement pour réussir à continuer à avoir des soldats pour leur guerre, ils sont obligés de prendre les bébés de ces fameuses femmes juives, voilà, tout simplement. Dès que les bébés sont blonds aux yeux bleus, ils les prennent et ils les amènent dans des pouponnières, ces fameux Lebensborn, voilà, qu'Himmler a créé, ces fameuses pouponnières nazies que Himmler a créées pour pouvoir continuer, pour faire sa petite armée de futurs soldats adultes. Voilà. Et donc, Esther va avoir l'idée, pour ne pas que ces malheureuses femmes qui mettent au monde leur bébé et qui ne peuvent pas, pour qu'elles puissent
par la suite peut-être avoir l'espoir de les retrouver, elle va décider de noter le nom du matricule dont elles ont été affublées quand elles sont rentrées dans le camp. Donc elle va tout simplement tatouer tout doucement, dès que le bébé va naître, elle va tatouer le numéro du matricule de la mère sur l'enfant dans un petit coin pour ne pas que les nazis puissent le voir. Et ça va permettre peut-être aux femmes, une fois que la guerre sera terminée, parce qu'elles espèrent que cette guerre va se terminer et que cet enfer va se finir, elle espère tout simplement que ces femmes, si elles arrivent à survivre au camp de concentration, qu'elles vont réussir à avoir la joie de retrouver donc leur enfant par la suite, dans ces fameuses pouponnières, les Bonusborn. Donc ça a été une histoire très touchante, très intéressante, parce que je ne savais pas que les nazis faisaient ça aussi dans les camps de concentration. Moi je pensais que c'était vraiment qu'en Allemagne que ça se passait, quoi. Je ne pensais absolument pas qu'ils avaient fait ça aussi dans les camps de concentration. Mais la perte des hommes allemands était tellement immense que ils étaient obligés de prendre ces enfants qui ressemblaient à la race aryenne, en fait. Et ils ne pouvaient pas faire autrement, vu qu'il y avait beaucoup plus de pertes que de soldats sauvés. Et il fallait qu'ils continuent la guerre, coûte que coûte, et donc c'est pour ça qu'ils faisaient ça. Voilà, bah écoutez, c'est une très très belle histoire, c'est un fait réel. À la fin de l'histoire, donc l'autrice nous évoque le vrai nom de ces différentes protagonistes. Elle nous explique comment lui est venue l'idée, et voilà, et elle nous explique que la sage-femme d'Auschwitz a vraiment existé. Voilà, elle nous explique donc, elle nous nomme son vrai nom, et elle nous explique son vrai parcours, ce qu'elle a vraiment vécu à Auschwitz, et les personnages qui ont vraiment existé, parce que dans ce roman on voit aussi le fameux docteur Mengele, voilà, qui est l'ange de la mort au camp d'Auschwitz, et qui faisait des expériences surtout sur les jumeaux, et voilà, et ça a été vraiment très terrible pour ces gens d'être dans les mains de ce médecin. Mais Anna a réussi à le dompter, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle a réussi à sauver le plus de femmes possible, voilà, pour qu'elles puissent retrouver leurs enfants à peu près plus tard, quoi. Donc c'est un bel exploit qu'elle a fait. C'est une très très belle histoire. La plume de l'autrice alors c'est pas qu'elle m'a gênée, mais j'ai trouvé qu'elle était un petit peu rude, un petit peu sec, voilà. Je trouvais que Ellie Mitwood a une plume un tout petit peu plus poétique, par rapport, un peu plus légère, par rapport à la dureté du thème ici énoncé. Moi j'ai trouvé que la plume d'Anna Stuart était un peu plus sec, voilà. Que par rapport à Ellie Mitwood, par rapport à Anna Stuart, il y a des moments où il y a eu des petites longueurs pour moi. J'avais qu'une envie, c'était de terminer ce livre. Alors qu'avec Ellie Mitwood, je trouve que ça passe un peu plus crème, ça passe tout seul, et voilà. Et oui, j'ai trouvé sa plume un peu plus poétique que celle d'Anna Stuart. Mais ça reste quand même une très belle histoire. Et j'ai aussi dans ma palle le tome 2, donc c'est La sage-femme de Berlin, si je ne me trompe pas. Donc si vous avez envie de connaître la plume d'Anna Stuart, et si vous avez envie de connaître cette magnifique histoire des bébés Lebensborn dans les camps de concentration, n'hésitez pas, parce que c'est un fait réel, et c'est toujours bon de savoir ce qu'il s'est passé dans le camp de concentration d'Auschwitz, et ce qui s'est passé pendant cette période catastrophique. Voilà. Donc, Anna Stuart, la sage-femme d'Auschwitz, aux éditions J'ai lu.
Et ensuite, donc, je me suis plongée dans une toute autre histoire. Je me suis plongée dans une histoire fantastique, pardon. Donc, j'ai lu Sorcier, le tome 1, Les sources de l'ombre, de Maxime Fontaine et Romain Watson, aux éditions Gulfstream Éditeur. J'ai eu la chance de rencontrer donc Maxime Fontaine, qui a eu la gentillesse de me faire sa petite dédicace. Voilà. Donc c'était en 2026, c'était au Salon du Livre de Neulémine. Voilà. Que dire de ce livre? Alors, j'ai été surprise par l'histoire. Alors, je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que c'était un roman jeunesse. Alors que pas du tout. C'est vraiment un roman pour adultes, voire ado. Je mettrais ça plutôt dans les mains d'un ado de 16-17 ans plutôt que de 12-13 ans. Voilà. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même des thèmes pas vraiment durs, mais c'est quand même assez compliqué à comprendre. Faut vraiment se mettre dans l'histoire. C'est vraiment plus pour adultes que pour jeunesse. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, dans cette histoire, nous sommes en France, donc à Vereda. Nous allons faire la connaissance de Ernest, voilà, qui est prestidigitateur, je vais y arriver, et qui travaille tout simplement dans un cirque, voilà, avec ses amis, donc Kétiné, qui est une sorcière marabout, et Kilma, qui est son oncle, qui est lui-même un sorcier marabout. Ils sont tous les deux de la même famille, et ils sont tous les deux marabouts. Voilà. Kétiné est plus vaudou que marabout, mais Kilma est vraiment marabout. Donc comment dire, il parle avec des esprits, et ils ont tous les trois des pouvoirs assez spéciaux. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc, ils travaillent tous les trois dans un cirque, le cirque Palazzi. Voilà. Et en fait, un jour, ce qui va se passer, c'est que le cirque va tout simplement prendre feu. Et la fille de Ernest, donc qui s'appelle... alors attendez, il faut que je me souvienne de son prénom. Comment est-ce qu'elle s'appelle, sa fille? Déa, voilà, cherchez. Déa va disparaître, elle va être kidnappée par des clowns. Et il n'y aura pas qu'elle, il va y avoir plusieurs enfants qui sont à l'intérieur de ce cirque en train de regarder le spectacle, tout simplement, qui vont disparaître. Et il y a aussi un autre enfant qui lui n'est pas à l'intérieur du cirque, mais qui est en train de regarder le cirque prendre feu, qui va aussi disparaître. Il va être kidnappé par une femme assez spéciale, voilà, qui fait partie de l'équipe des clowns. Et en fait, s'ils font disparaître ces enfants, c'est parce que ces enfants font partie de la moisson. Donc Ernest, Kétiné et Kilma vont partir tous les trois à la recherche de Déa qui a atterri dans un autre monde, et Ernest va réussir. Ernest avec Kétiné et Kilma, pardon. Tous les trois vont réussir à aller dans cet autre monde, dans ce monde parallèle, voilà, où ils vont faire la connaissance d'une tripotée de personnages, et c'est là qu'ils vont se rendre compte des pouvoirs très spéciaux des enfants qui ont été kidnappés, voilà, parce que tous ces enfants sont des sorciers et ils ont des pouvoirs bien spécifiques, même s'ils ne les utilisent pas, mais ils ont des pouvoirs spécifiques. Et Déa, elle, est encore plus spéciale qu'eux, vu qu'elle fait peur. Elle fait peur à peu près tout le monde. Voilà. Elle est vraiment très très étrange, cette jeune fille. Mais on va, comment dire, on va être avec tous ces personnages-là. Donc on va réussir à, comment dire, à voyager dans cet autre monde, voilà, et à un moment donné, donc Ernest va réussir à sauver Déa des griffes des clowns et de ceux qui les ont kidnappés.
Et il va aussi, du coup, délivrer les autres enfants, tant qu'il y est, ou tant qu'il arrive à reprendre tous ses enfants. Ils vont atterrir dans les Pyrénées. À un moment donné, c'est Dea qui va réussir à les sauver de l'emprise de ces clowns et de ces autres personnages qui sont un peu diaboliques, hein, voilà. Et donc ils vont atterrir dans les Pyrénées, là ils vont rencontrer des gitans, ces gitans ont eux-mêmes des pouvoirs magiques, ils se transforment pour certains en loups-garous, voilà, eux aussi ont des pouvoirs, et il y a une malédiction qui sévit par rapport à ces différents clans gitans, mais ça on le découvre aussi dans le livre. On va aussi atterrir à Paris, où là il y aura comment dire, le tweet final, voilà, et où Ernest va finir par comprendre toute l'histoire, voilà, tout ce remue-ménage, toute cette quête de pouvoir, pourquoi est-ce que Dea a été kidnappée, et voilà, et donc on va rencontrer plein d'autres personnages qui ont un lien avec toute cette histoire. Il va y avoir un tome 2 et un tome 3 qui sont déjà sortis d'ailleurs. Et donc la fin nous laisse, comment dire, un arrière-goût. Voilà, parce que on sent bien qu'il y a une suite à toute cette histoire. Et voilà, alors elle était très intéressante cette histoire, moi j'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a eu quand même des petites longueurs, voilà, par-ci par-là. J'ai ressenti des petites longueurs, mais sinon la plupart des personnages sont très intéressants. On visite pas mal d'endroits entre Verdun, les Pyrénées. On visite aussi une autre région, mais je sais plus, qui est près des Pyrénées, mais je ne peux plus vous dire le nom. Et voilà, et ce final à Paris, dans les catacombes, on va aussi visiter les catacombes de Paris, voilà, avec cette fameuse, comment dire, ce fameux festival du bœuf gras, voilà, que je ne connaissais pas et que j'ai appris dans ce livre. Alors je ne sais pas si c'est un vrai festival qui a vraiment lieu dans les catacombes de Paris, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même appris certaines choses, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc si j'arrive à retrouver le tome 2 et 3, je me ferai un plaisir de continuer cette trilogie. J'ai beaucoup aimé la plume des deux auteurs, mais c'est vraiment, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un livre pour adultes. Ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, voilà, surtout pas des très jeunes, parce que il y a quand même des thématiques fortes abordées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'insultes à un moment donné, voilà, et, et donc du coup, enfin voilà, si les parents n'ont pas envie que leurs enfants lisent des gros mots, ou qu'ils aient, voilà, des fois c'est pas à mettre entre les mains de jeunes, ça peut donner des mauvaises idées, et voilà. Donc, si vous avez envie de lire un livre fantastique avec des sorciers, de la magie, des complots, enfin vraiment quelque chose de très intéressant, et d'entrer dans cet univers complet, parce que franchement, la plume de Maxime Fontaine et de Romain Watson est vraiment très belle, très bonne. N'hésitez pas à lire ce livre, c'est à découvrir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Voilà. Donc Sorcier, le tome 1, Les sources de l'ombre, aux éditions Gulmstream éditeur, je vais y arriver, de Maxime Fontaine et Romain Watson. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Alors moi j'ai fini donc hier, donc dimanche, le livre d'Agatha Christie, l'affaire Protheroe, aux éditions Hachette. Là, je suis en train de lire La Reine du mythe et des monstres de Scarlett Sinclair. Donc, je viens à peine de le commencer. Voilà, aux éditions Hugo Roman. Pardon, j'ai oublié de le mettre. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais lire mercredi donc le tome de la saison 1
Voilà, aux éditions... Alors, attendez que je me rappelle de l'édition. Tac, tac, je vous l'avais dit la dernière fois. MGM, voilà. Et sinon, après celui-là, j'ai l'intention de lire donc les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, pardon, le tome 2, Le sabre des Sanada. Voilà, aux éditions donc Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, que mes prochaines lectures vous plaisent. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.